La première, l'histoire continue. Bertrand N. Hélène Maquet. I shall resign the presidency effective at noon tomorrow. On a mis en péril tout le système démocratique américain. Le New York Times écrit « Jamais, dans l'histoire américaine, il n'y avait eu une telle défaillance à un niveau aussi élevé. » Democracy dies in darkness. La démocratie meurt dans l'obscurité. Il faut pouvoir éclairer, mettre en lumière chaque sombre recoin de la démocratie si on veut la voir survivre. Democracy dies in darkness, c'est le slogan d'un grand journal américain, le Washington Post. L'histoire de ce quotidien vaut la peine d'être racontée parce qu'elle entremêle de nombreux enjeux contemporains. Notamment à travers un des hauts faits du journalisme d'investigation que l'on doit au Washington Post, l'enquête sur le scandale du Watergate qui s'est terminé par la démission du président Richard Nixon en 1974. Relire l'histoire du Watergate est un excellent poste d'observation pour regarder l'évolution des relations entre pouvoir, médias et institutions aux États-Unis. C'est exactement ce qu'on va faire aujourd'hui. La première, L'histoire continue. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Histoire continue. Alors une nouvelle fois, et c'est vrai qu'on l'a beaucoup fait ces derniers temps, on se télétransporte aux États-Unis dans cet épisode parce qu'il s'est passé quelque chose d'important. Au début de ce mois de février 2026, le Washington Post a licencié un tiers de ses journalistes sous le regard de son propriétaire, le milliardaire Jeff Bezos, homme qui, comme de nombreux patrons de la tech américaine, s'est rapproché du pouvoir depuis l'élection du président Donald Trump. Or, pour de nombreux Américains, pour de nombreux lecteurs et lectrices partout dans le monde, le Washington Post, ce n'est pas seulement un organe de presse, c'est un symbole, un rempart pour la démocratie. Alors pour comprendre pourquoi, il faut revenir à ce scandale du Watergate, l'enquête acharnée de 2 journalistes sur les tentatives de manipulation de l'entourage du président républicain de l'époque sur les élections de 1972. Scandale qui a mené 2 ans plus tard, en 1974, à la démission donc du président Richard Nixon. À l'époque, c'est en tout cas ce qui apparaît dans nos archives, cette démission avait rétabli la confiance. Elle avait été perçue par de nombreux Américains et par les observateurs européens comme une forme de succès pour la démocratie, la preuve du fonctionnement des institutions et de la séparation des pouvoirs. Alors forcément, tout cela résonne très fort aujourd'hui, alors que le Washington Post est affaibli et que se pose la question de l'état des institutions démocratiques aux États-Unis. Pour nous aider à y voir clair, nous recevons un philosophe. Bonjour Guy Archer. Bonjour. Vous êtes donc philosophe, professeur émérite à l'ULB. Vous avez notamment, dans ce que vous avez écrit un livre sur la Cour suprême des États-Unis. Et ça nous intéresse aussi, pour nous éclairer aujourd'hui, vous avez enseigné aux États-Unis. Donc vous vous êtes intéressé notamment à cette question de l'équilibre des pouvoirs et de la démocratie américaine. D'abord, peut-être une petite question, même peut-être plus personnelle. Vous vous souvenez, vous avez des souvenirs particuliers de ce scandale du Watergate. Comment est-ce que c'est arrivé dans votre vie en 1974, 1972, ça commence ? Oui, ça commence en 1972, puisque c'est au mois de juin 1972 que le casse a lieu dans les bureaux au QG du Watergate, le QG des démocrates. C'est quelques mois avant l'élection présidentielle de novembre. Oui, au début, je ne suis pas sûr, c'est il y a longtemps, effectivement, moi j'étais jeune, j'étais assistant à l'époque. Au début, je ne suis pas sûr que ça ait fait tellement de bruit, et d'ailleurs, il y a eu un certain décalage aussi aux États-Unis, puisque 6 mois plus tard, Nixon a été réélu et il a été largement réélu, très très bien réélu. Ce n'est qu'après l'élection que petit à petit, avec effectivement l'action des journalistes du Washington Post, avec les commissions sénatoriales, etc., que quand même, et puis une foulée de révélations, de mensonges, de démissions, etc. Là, on était vraiment très très sensible à tout ça jusqu'à en 1974, la démission de Nixon. Et tout ça, c'est aussi une histoire de détermination journalistique de la part notamment des journalistes du Washington Post, mais on se replonge tout de suite dans nos archives. « 8 août 1974. Il est 21h01 à Washington. Sur l'écran des téléviseurs cathodiques, le président Nixon apparaît. Le plan est très serré sur son visage. Dans le bureau ovale de la Maison-Blanche, un rideau bleu a été tiré
pour servir d'arrière-plan. Les yeux du président passent de l'épais feuillet blanc qu'il tient des deux mains à l'objectif de la caméra. Ma démission sera effective demain à midi. Le vice-président Ford prêtera serment comme président dans la foulée, dans ce bureau. L'annonce est abrupte, mais ce n'est pas tout à fait un choc. Le lendemain matin, dans les rues de Washington, l'atmosphère est un peu étrange. Il y a comme un soulagement, comme une tension qui s'est relâchée. C'est quelque chose qui devait arriver. Il ne pouvait pas continuer, Nixon, comme ça. On a un système qui réussit tellement bien pour des choses comme ça que... Le président Nixon avait trop de pouvoir. Il avait saisi trop de pouvoir. C'est pas qu'il avait sur papier le pouvoir qu'il méritait. C'est un homme qui aimait le pouvoir et il en est devenu ivre. Mais tu n'as pas l'impression que les Américains ont un peu perdu confiance dans leur système? Moi, je crois pas. Moi, j'ai trouvé plus de confiance depuis ces événements. Car pour moi, c'est le seul pays où cela pourrait se passer. Que s'est-il passé? Pourquoi le président a-t-il démissionné? Et comment cette démission peut-elle restaurer la confiance? Pour le comprendre, il faut remonter 2 ans plus tôt. Il faut rappeler qu'à cette période, les États-Unis sont en pleine campagne électorale. Le président en titre, Richard Nixon, brigue le renouvellement de son mandat en face du sénateur démocrate George McGovern. Nous sommes dans l'appartement d'un jeune homme, Bob Woodward, à 29 ans. Il a été embauché 18 mois plus tôt au Washington Post et dort encore quand le téléphone sonne. Le 17 juin 1972, samedi matin, 9h. Tôt pour le téléphone. Woodward cherche le récepteur à tâtons et se réveille en sursaut. Le chef du service des nouvelles locales du Washington Post est au bout du fil. 5 hommes équipés d'appareils électroniques et photographiques ont été arrêtés à l'aube dans un local du Parti démocrate où ils étaient entrés par effraction. Peut-il venir ? Et en effet, pendant la nuit, 5 hommes se sont introduits dans un immeuble cossu des rives du Potomac, un complexe immobilier nommé The Watergate. À 1h du matin, le gardien faisait une ronde dans le parking quand il a vu 2 portes ouvertes. Il les a refermées, mais quelques minutes plus tard, elles étaient à nouveau ouvertes. Elles avaient été fracturées. La police, appelée sur place, est tombée sur 5 cambrioleurs au 5e étage. 4 Cubains et un Américain. Gants de chirurgien aux mains, ils portaient sur eux des talkie-walkie, des lance-flammes, des mètres de pellicules, des appareils photos, des micros, mais aussi de grosses sommes d'argent en billets de $100. Le journaliste Bob Woodward est mis sur l'affaire avec un de ses collègues du Washington Post, Carl Bernstein. Les 5 cambrioleurs ont été arrêtés. Bob Woodward prend donc la direction du palais de justice et surprend une conversation entre le juge chargé de l'affaire et l'un des cambrioleurs, Jim McCord. McCord répond conseiller en matière de sécurité. Où, demande le juge, je viens de quitter l'administration, répond McCord. Quelle branche de l'administration? La CIA. Très vite, les soupçons des 2 journalistes et du FBI chargé de l'enquête se portent sur un comité, le CRP, Comité pour la réélection présidentielle du président républicain Richard Nixon. Bernstein et Woodward tirent notamment leurs informations d'un mystérieux informateur qui se fait appeler Deep Throat, gorge profonde. Toute une mythologie s'est d'ailleurs attachée à ce personnage. Vraisemblablement, c'est un ex-haut fonctionnaire proche du gouvernement et en tout cas très au fait de ce qui se passe à la Maison-Blanche. Il est vrai que Deep Throat était très prudent. Woodward le rencontrait dans un parking sombre après l'avoir contacté grâce à un pot de fleurs qu'il déplaçait sur son balcon. Toujours est-il que gorge profonde, s'il ne donnera jamais d'informations précises, infirmera ou confirmera celles récoltées par les journalistes et à l'occasion les remettra sur la bonne piste. Ce qui sera le cas lorsque Woodward s'entendra dire un jour
pister l'argent. Suivez l'argent. Voilà comment les deux journalistes découvrent un véritable système de caisse noire. Le comité de soutien pour la réélection du président dépense, dans l'ombre, d'énormes sommes d'argent pour manipuler, pour espionner la campagne politique des adversaires démocrates. Au Washington Post, les articles de Woodward et Bernstein s'enchaînent, sans toutefois vraiment inquiéter le président Nixon. En novembre 1972, il est réélu triomphalement avec 61% des voix. The vote of all the delegates has been recorded. The vote for Richard Nixon is 1,347. The vote for Paul McCloskey is 1. And therefore, I declare the nominee of the Republican Party for President of the United States, President Richard Nixon. Certes, le président Richard Nixon est réélu, mais le Washington Post ne lâche pas l'affaire. Le rédacteur en chef, Benjamin Bradley, la famille Graham, dont Catherine Graham, propriétaire du journal, le soutien aux deux journalistes est total. Le 8 janvier 1973, le procès des 5 cambrioleurs s'ouvre à Washington. 2 autres suspects, membres du comité pour la réélection du président, sont également sur le banc des prévenus. Le procès met en lumière le fonctionnement secret du comité pour la réélection du président. Dans la foulée, le Sénat lui-même organise une commission d'enquête pour y voir plus clair. Jim McCord, le cambrioleur du Watergate, y raconte le système d'écoute qu'il y avait mis en place. Attrait devant la commission d'enquête du Sénat américain, Jim McCord, 49 ans, chef du commando des espions. Jim McCord, ancien membre du CIA puis du FBI, va décrire comment les mini-micros avaient été placés au Watergate. Les 2 fils sont connectés ici, l'antenne est camouflée dans le mécanisme ainsi que le micro-émetteur qui sera alimenté par la ligne téléphonique elle-même. Plus les éléments émergent, plus l'étau de la responsabilité se resserre sur le président Nixon. Malgré le procès et la commission d'enquête, le Washington Post est perçu comme le média qui a dévoilé tout le système. Alors le rédacteur en chef, Ben Bradley, est interrogé partout, y compris en Europe. C'est vraiment une victoire d'une équipe là-bas, surtout Catherine Graham, qui a eu le courage de nous laisser faire notre boulot. Il y a eu le déclenchement de cette affaire de Watergate pendant la période électorale, puis après, disons que tout est un peu tombé dans l'oubli, et puis ce qu'on pourrait presque appeler une revanche de la presse américaine après l'élection de Richard Nixon. Est-ce que vous considérez, vous, qu'il s'agit d'une revanche sur Nixon? Non, pas vraiment. Sûrement le Washington Post et les autres journaux n'aimaient pas beaucoup d'entendre les démentis formels, même farouches, continueuses, chaque jour, jour après jour, disant que le Washington Post pratiquer le shoddy journalisme, assassinat de personnel et tout ça. Mais c'est devenu tout de suite plus important que ça. C'était la réputation d'un journal et même de la presse américaine qui était engagée. Vous avez été dénoncé par la Maison-Blanche. On vous a mis presque au banc des accusés. Est-ce qu'à ce moment-là, vous avez pensé renoncer? Oh non. Non, vraiment. On a repris le défi. À ce moment, on savait très bien que c'était une affaire extraordinaire, sérieuse. Et il n'en était pas question de renoncer. Jamais. Les éléments de l'affaire s'emboîtent les uns dans les autres. Les 2 conseillers les plus proches du président, les numéros 2 et 3 de la Maison-Blanche, sont contraints de démissionner. Les mots des journalistes envers l'entourage du président sont très clairs.
comme ceux du journaliste belgo-américain Arnaud de Borgrave. C'est une conspiration politique. Vous avez eu le numéro 2 et le numéro 3 à la Maison-Blanche qui ont essayé de saboter. Et leurs raisons sont ridicules. C'était pour donner à M. Nixon une majorité qu'il allait avoir en tout état de cause. Mais on a mis en péril tout le système démocratique américain. Ils ont voulu saboter quoi? Saboter la campagne de M. McGovern. Au départ, ils voulaient saboter toute la campagne démocratique. Cette bonne guerre. Cette bonne guerre, jusqu'à un certain point. Mais quand on falsifie des lettres et qu'on invente des choses sur la vie privée des gens, sur leur comportement sexuel, ça va très loin tout ça. Mais qu'est-ce que le président a à voir là-dedans? Le président Nixon, je suis persuadé, jusqu'à preuve du contraire, qu'il n'était pas dans le coup. Mais je suis également persuadé qu'une fois qu'il a découvert ce qui se passait, il a essayé de couvrir ses deux adjoints principaux. Et c'est là où je trouve qu'il a fait une erreur, parce qu'au départ, quand on a découvert l'affaire de Watergate au mois de juillet de l'année dernière, il aurait pu facilement se présenter à la télévision pour dire « voilà ce que j'ai découvert, je ne le tolérerai pas, je suis désolé que ça s'est produit, et ça ne se reproduira plus jamais ». Pourtant, ce n'est pas la position que prend le président Nixon. Il continue de nier tout le système mis en place pour torpiller la campagne des démocrates. Et s'enferme dans la position d'un homme agressé par la presse. En octobre 1973, il prend la parole. L'événement de la semaine en politique internationale, c'est bien entendu les derniers rebondissements du Watergate. Et depuis hier soir, depuis cette nuit, les déclarations de Richard Nixon à ce propos, déclarations particulièrement virulentes contre la presse américaine, à laquelle il ne pardonne pas d'avoir rendu publique cette affaire assez embarrassante. L'affaire, en réalité, commence à embarrasser tout le monde. À tel point qu'au Congrès, les élus commencent à penser à l'impeachment, une destitution pure et simple du président. Nellie Stone est chroniqueuse politique à la chaîne de télévision CBC. Et elle le dit, tous les observateurs sont d'accord, l'impeachment fait peur. C'est une chose dont on ne peut pas parler à la légère. On en a beaucoup parlé ces jours-ci, mais ça a été une réaction un peu dramatique et un peu prématurée, peut-être un peu exagérée, parce que c'est tout de même, la destitution est tout de même un acte assez terrifiant pour le Congrès, en ce sens que ça plonge inévitablement le pays dans une crise extrêmement grave. Et l'impeachment, la destitution n'est fait vraiment qu'à la dernière extrémité. Le président Nixon n'a de son côté aucune intention de démissionner. Il le redit encore dans un discours le 17 juin 1974. Quand je regarde ces 5 dernières années, quand je regarde ce qu'est la présidence américaine depuis les 27 années que je connais, que ce soit comme membre du Congrès, comme sénateur, vice-président ou président, je sais qu'une présidence forte est essentielle à la paix dans le monde. Et je peux vous assurer qu'avec votre soutien, je ne ferai rien qui puisse affaiblir cette fonction tant que j'y siège. Mais un mois plus tard, la Cour suprême prend une décision historique. Le président doit remettre à la justice les enregistrements secrets, notamment ceux réalisés dans les locaux du Parti démocrate. Le 16 août, avant que la procédure d'impeachment puisse être menée à son terme, il est 21h01 quand le président Nixon apparaît à la télévision. Quitter cette fonction avant son terme va à l'inverse de chaque instinct en moi. Mais en tant que président, je dois placer l'intérêt de l'Amérique en premier. Au lendemain de la démission du président, les Américains sont toujours bouleversés. Ils ont suivi les derniers événements à la radio et à la télévision comme on regarde la fin d'un film policier. Ce samedi à New York, beaucoup de ces Américains sont choqués. Mais l'impression générale est celle d'un immense soulagement. Le New York Times écrit « Jamais, dans l'histoire américaine, il n'y avait eu une telle défaillance à un niveau aussi élevé. Si la démission de M. Nixon est une tragédie personnelle profonde et une poignante déception pour ceux qui avaient placé leur confiance en lui, c'est en même temps un triomphe pour le peuple américain tout entier et pour sa foi en un gouvernement libre et représentatif. » La première,
L'histoire continue. On évoque donc le scandale du Watergate, comment comprendre cette époque des années 70 qui a vu la démission du président Nixon, et puis comment comprendre le rôle du Washington Post, et d'une manière générale, on va étendre des contre-pouvoirs aux États-Unis. On en parle avec le philosophe Guy Archer, qui a notamment écrit un livre sur la Cour suprême des États-Unis. Peut-être d'abord le Washington Post, parce que c'est vrai que c'est ça qui nous a donné l'idée de refaire cette émission, puisque le Washington Post est secoué, notamment par des licenciements massifs aujourd'hui, et certains remettent en cause son rôle dans la presse américaine, dans l'équilibre des pouvoirs aux États-Unis. C'était déjà une institution à l'époque, le Washington Post, Guy Archer aux États-Unis, et peut-être pour le journalisme dans le monde, ou est-ce que c'est vraiment cette affaire qui l'a rendu si fort, si puissant? C'était une institution à Washington, puisque les informations les plus importantes sur ce qui se passe au niveau fédéral, comme on dit, inside the beltway, c'est-à-dire à l'intérieur du ring autour de Washington, c'était quand même le Washington Post qui donnait les informations les plus pertinentes. Maintenant, quand on compare à la situation présente, c'est vrai, d'abord, il y faut du courage. Le Washington Post était dirigé par Ben Bradley, qui était un très grand rédacteur en chef. Et puis, il y a aussi, après quelques hésitations, il y a quand même le soutien de la propriétaire, Catherine Graham. Donc, il y a eu d'abord un courage individuel, le travail des deux journalistes dont nous avons parlé. Qui sont des journalistes locaux. C'est intéressant aussi, c'est vraiment des journalistes qui sont pas les grands reporters de l'époque, à qui on confie ce qui est à la base simplement une histoire de cambriolage. Oui, voilà, effectivement. Et alors, ce qui est intéressant, c'est effectivement, le Washington Post a été très attaqué par Nixon. Nixon attaquait la presse, la gauche, etc. Donc ça nous fait penser à ce qui se passe aujourd'hui avec Trump. Mais il y a quelque chose il y a une comparaison qui est tout à fait flagrante. Quand vous voyez la soumission aujourd'hui de Jeff Bezos à Trump, ça ne veut pas dire que ça a totalement changé le Washington Post. Le Washington Post fait encore son travail. Enfin, avant les 1000 licenciements, en tout cas, il faisait son travail. Mais à l'époque, c'était une affirmation d'indépendance, un exemple pour la presse, pour les contre-pouvoirs, pour le quatrième pouvoir. Alors qu'aujourd'hui, c'est évidemment affaibli d'abord parce que à l'époque n'existaient pas les réseaux sociaux. Beaucoup de gens s'informent sur les réseaux sociaux et pas dans les journaux. À ce moment-là, la presse était très importante. Le New York Times était un petit peu en retrait par rapport au Washington Post. Il a aussi fait son travail. Mais le travail a véritablement été fait par les journalistes du Washington Post et ça signifiait quand même une très grande victoire du système de checks and balances. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'on peut réexpliquer ce que c'est les checks and balances? Les checks and balances, c'est les contrôles et équilibres. C'est-à-dire l'idée, quand la République américaine a été fondée, quand on a élaboré une constitution en 1787, le grand architecte de cette constitution, c'était James Madison, et c'était l'idée qu'il fallait absolument éviter que les pouvoirs soient trop forts, de façon à ce qu'on puisse éviter la tyrannie. Donc on affaiblissait les pouvoirs, parce que ça affaiblit les pouvoirs, bien sûr, quand vous avez des contrôles, des équilibres, vous avez des pouvoirs au législatif, au judiciaire, à l'exécutif, les droits des États, et puis le pouvoir de la presse, etc. Quand vous avez tout ça, effectivement, vous rendez le processus de décision plus difficile, mais en même temps, vous évitez le danger de tyrannie, de despotisme. Justement, à ce propos, c'est intéressant de réécouter ce que disait à l'époque un des éditorialistes du Washington Post à propos du rôle précis qu'a joué la presse dans le Watergate et dans le fait de mettre en lumière cette affaire. Mais vous savez que la presse n'est pas une source de lumière. La presse est quelque chose. La lumière vient de quelque part, de quelque autre part. Et dans ce cas-là, c'était le FBI qui a fait l'enquête et les gens de FBI sont trouvés que l'enquête était bloquée. Et c'était eux qui ont donné les tuyaux qui étaient nécessaires pour toute l'affaire de Watergate. Et ce n'est pas une histoire normale chez nous. Sur le côté de presse, sur le niveau de presse, il y en avait des choses extraordinaires, certainement. Et certainement, on a eu chez nous l'impression que c'était nous les journalistes, qui ont monté toute cette affaire. Il y a cette espèce de narcissisme journalistique. Mais en général, ce n'est pas tellement différent que les autres affaires. C'est-à-dire, la source originale n'est pas
dans la presse. C'est tout de même un formidable pouvoir sur l'opinion publique. Moi, alors, je résiste à cette formule parce que d'abord, ce n'est pas un pouvoir. Il n'y a personne qui le tienne. Il y a un pluralisme de pouvoir. Il y a 1000 journaux dans le pays. Il y a un tas de postes de télévision. Il y a dans chaque journal des rivalités immenses, intenses entre des journalistes un contre l'autre. Il n'y a pas un pouvoir concentré. C'est intéressant ce que dit ici cet éditorialiste du Washington Post à l'époque, Guy Archer, c'est que c'est pas le Washington Post qui, tout seul, est allé trouver une information par lui-même, c'est en fait tout le système, à la fois les institutions et aussi une forme de pluralisme au sein des médias qui a permis d'aboutir à une vision de la réalité qui était peut-être au plus proche de la vérité. Oui, sûrement. Il y a cette force et ce pluralisme des médias, et ce qui fait que là, le contre-pouvoir de la presse a très très bien joué. Mais il faut savoir que dans cette affaire, l'histoire des checks and balances est plus large, et c'est une très grosse différence par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. Il y a eu une enquête mais ça a duré presque 1 an, la commission sénatoriale d'investigation sur l'affaire de cambriolage, et il se fait qu'à l'époque, d'abord, le Congrès était dominé par les démocrates, ils étaient majoritaires. La Cour suprême, qui a obligé Nixon à donner les bandes enregistreuses, les cassettes, puisque on avait découvert qu'il enregistrait tout, disait-il, pour forger son image dans l'histoire, mais il voulait pas les rendre, il les a rendus partiellement. Et puis on a eu le smoking gun, c'est-à-dire une des cassettes dans lesquelles effectivement, on l'a entendu tout à l'heure, on n'avait pas la preuve qu'il l'avait fait, mais en tout cas qu'il voulait le couvrir et qu'il vous demandait à aller au FBI de ne pas continuer l'enquête. Effectivement, il y a un enregistrement où très clairement Richard Nixon dit qu'il veut entraver le travail du FBI. De demander au FBI d'arrêter ça. Et donc, mais aujourd'hui, la Cour suprême est une Cour suprême à très grande majorité conservatrice qui a donné une très grande immunité à Trump, et les contre-pouvoirs ne jouent pas. C'est-à-dire que Trump, effectivement, vis-à-vis de la presse, est terriblement agressif, n'hésite pas à leur faire des procès, et puis que le contexte a totalement changé. La presse est concurrencée par les réseaux sociaux. La Cour suprême est éminemment conservatrice. Le Congrès est un Congrès à majorité républicaine, et les républicains sont moins indépendants qu'ils l'étaient sous Nixon. Ça, c'est intéressant aussi. Au sein du Parti républicain, il y a une véritable indépendance d'esprit, je dirais, chez les élus au sein du Parti républicain, la possibilité de contredire ce que dit et ce que veut faire le président. Il y avait. Oui, à l'époque. Hein. Oui. C'est un président, dans le président des années 70. C'est important. Effectivement, vous avez cette idée que chez les républicains, ils étaient, certains d'entre eux, et de plus en plus, étaient favorables à l'impeachment. Alors, l'impeachment, vous savez ce que c'est une mise en accusation. Hein. C'est une mise en accusation par la Chambre des représentants qui renvoie l'affaire, si elle considère que les charges sont suffisantes, comme un juge d'instruction, et qu'il renvoie au Sénat, et le Sénat doit voter la destitution, parce que c'est ça qui compte, la destitution, et ça, il doit le voter à une majorité des 2/3, c'est extrêmement difficile à obtenir. Trump a été impeached 2 fois, mais il n'a pas été destitué parce que on n'a pas trouvé le nombre de voix au Sénat. Et Nixon a eu peur de l'impeachment. Et donc, il a démissionné. Parce qu'il y avait une partie des républicains qui étaient en train de dire on est allé trop loin. Parce que les républicains n'étaient pas des valets comme aujourd'hui. Parce que le nombre de républicains aujourd'hui qui méprisent et qui n'inviteraient pas Trump à déjeuner suivent Trump tellement ils ont peur pour leur réélection, tellement ils ont peur qu'ils leur mettent dans les jambes des radicaux qui risquent de, pas toujours d'ailleurs, de gagner les primaires et puis l'élection. Non, tout ça a énormément changé, et c'est pour ça que alors on dit souvent qu'on manque de courage aujourd'hui, c'est pour ça que je reviens sur le courage de Ben Bradley et de Katharine Graham et ces journalistes effectivement qui au départ sont des journalistes qui sont pas du tout préparés à affronter une affaire qui va remonter jusqu'au sommet de l'État. C'est un travail qui est un travail formidable, mais le travail de la commission sénatoriale est important aussi. Et de la Cour suprême.
et de la Cour suprême. Alors évidemment, la Cour suprême à l'époque était détestée par Nixon parce que c'était une Cour suprême libérale voulant dire à gauche aux États-Unis. C'est la Cour suprême qui avait aboli la ségrégation, qui avait interdit la prière à l'école, qui avait interdit l'enseignement du créationnisme dans les écoles et des choses comme ça. Qui avait autorisé l'avortement avec Roe vs. Wade. Qui avait autorisé là. Alors oui, ça c'est 1973. C'est juste à ce moment-là. C'est juste à ce moment-là, effectivement. Non, c'était une Cour suprême extrêmement progressiste, disait-on. Oui. Mais c'est intéressant de voir qu'il y a quand même un parallèle entre Nixon et Donald Trump dans la manière de s'adresser à la presse et dans la défiance par rapport aux institutions. Ah oui, il y a les deux. Et il y a aussi ce qui a aussi fait basculer les choses juste à la fin, puisque c'est l'histoire de cassette, c'est à l'été 1974, c'est la vulgarité des propos. Beaucoup de choses étaient remontées sur l'illégalité des sources de financement de la campagne électorale, etc. Les dirty tricks, les sales coups, etc. Et puis ces cassettes ont montré cette espèce de vulgarité à l'intérieur de la présidence. Le problème aujourd'hui, c'est que tout le monde est immunisé. La vulgarité de Trump, elle est partout, elle est sur les réseaux sociaux, elle est sur Truth Social, et que beaucoup de choses qui choquaient à ce moment-là vis-à-vis du comportement d'un président, ça a beaucoup joué. Beaucoup de choses aujourd'hui passent malheureusement beaucoup plus facilement. La première, l'histoire continue. On évoque le scandale du Watergate dans cette émission, au fait du journalisme américain, du Washington Post, aujourd'hui en grande difficulté, mais au fait de la démocratie américaine aussi, on l'a compris avec vous, Guy Archer. On entendait dans les archives, dans le récit, un Quidam dire « J'ai plus confiance maintenant. Dans aucun autre pays du monde, ce ne serait possible que, à travers un article de presse, finalement, de fil en aiguille, le président doive démissionner. » Est-ce que vous diriez encore aujourd'hui, Guy Archer, que si il y avait une affaire du Watergate, le président démissionnerait ? Je n'en suis pas du tout sûr. Je n'en suis pas du tout sûr parce que vous savez que Trump craint les élections de midterms, donc les élections législatives qui vont avoir lieu en novembre, que d'habitude le pouvoir exécutif, le parti du président perd, et il y a beaucoup de chances qu'il les perde. Et je ne suis pas du tout sûr qu'il va faire en sorte que ces élections soient des élections justes et équitables. Vous diriez qu'il y a beaucoup de chances qu'ils les perdent si elles ont lieu, si elles sont tenues dans la norme? C'est la crainte chez les Républicains, oui, c'est la crainte chez les Républicains qu'ils la perdent et que donc Trump soit ce qu'on appelle après un lame duck president, un canard boiteux, lame duck. Sans beaucoup de pouvoir. Parce qu'il n'a plus la majorité ni au Sénat ni à la Chambre des représentants, s'il la perd, et qu'en plus, il peut pas se représenter. Alors il peut trouver un truc pour essayer de se représenter, mais enfin il ne le fera pas. C'est surtout la suite qui compte. Ce qui compte, c'est cet affaiblissement énorme des institutions. Parce que l'affaire Nixon, le personnage Nixon, bon, c'était un type très intelligent, était fort en politique étrangère et des choses comme ça, mais enfin c'était un voyou, comme Trump est un voyou. Mais les institutions ont montré leur force. Ça s'est passé quand même aussi aux États-Unis en 2020. En 2020, où Trump a fait tout pour refuser, jusqu'à inciter à l'invasion du Congrès, pour refuser la certification des élections, et quand même, il a dû partir et Biden a pris ses fonctions. Mais c'était Trump 1. Il n'était pas préparé. Il n'avait pas aussi le parti républicain derrière lui, comme il l'a aujourd'hui. Il n'avait pas le parti républicain, il était un peu surpris de sa victoire, il n'avait pas les équipes, il a dû prendre ce qu'on appelle les adultes dans la pièce, c'est-à-dire effectivement les membres de l'État profond avec lesquels il s'est disputé parce qu'il l'empêchait d'instrumentaliser la justice et de faire tout ce qu'il a fait. Trump 2, il y a une préparation énorme, il y avait un volume énorme de ce qu'on appelle la Heritage Foundation, qui est une fondation conservatrice. Trump, pendant la campagne électorale, a dit, c'est un brûlot cette chose-là. Oui, Trump a dit, je l'ai pas lu, on peut le croire d'ailleurs, parce qu'il paraît qu'il lit pas plus que 2 paragraphes, mais enfin en tout cas il prenait ses distances et en fait il l'a appliqué, mais au-delà de ce qu'on pouvait imaginer. Et vous diriez qu'en un an de présidence, le glissement sur la robustesse des institutions américaines, il est déjà largement engagé, les institutions américaines sont déjà fragilisées?
Oui, elles sont sûrement fragilisées, et ce qu'il y a, c'est que l'immense pouvoir que s'est attribué Trump, petit à petit, vous avez des courants différents qui sont d'ailleurs en contradiction les uns avec les autres et qui essayent de le capter et d'arriver à leurs propres résultats. Les gens de la high-tech, la Silicon Valley, les techno-conservateurs, Jean Peter Thiel, le fondateur de Palantir et de PayPal, mais surtout Palantir, c'est des données qui sont utilisées par l'armée. Grande société qui fait de la surveillance, notamment en termes de défense. Vous avez les évangéliques. Vous avez les nationalistes parfois racistes, et tous ceux-là sont derrière, poussent Trump, essayent de faire valoir leurs intérêts. Et pour le moment, quand on voit les attaques à l'intérieur de l'exécutif, c'est une théorie que la Cour suprême a développée, d'ailleurs, qui s'appelle la théorie de l'exécutif unitaire. La Constitution dit que c'est le président qui dirige l'exécutif. Et donc, mais en général, il y a des statuts, il y a des règles, il y a de la déontologie. On n'utilise pas le ministère de la Justice pour des vengeances personnelles et des choses comme ça. Et tout ça, il a fait petit à petit sauter ces barrières. Il a dominé le Congrès aussi. Il a limité les pouvoirs du Congrès. Il a attaqué les juges. Pas la Cour suprême, qui pour le moment lui a donné raison. On ne sait pas encore, parce qu'il y a des tas d'affaires qui ne sont décidées qu'au mois de juin en général à la Cour suprême. Il a attaqué énormément la presse. Il a sa milice, qui est la milice de l'ICE, qui est une milice qui ne respecte absolument pas la Constitution, en entrant chez les gens sans identification, etc. Ça affaiblit effectivement. Alors, est-ce que il va y avoir une réaction peut-être, mais... Et qu'est-ce qui tient encore? Vous diriez, au sein des institutions américaines, aujourd'hui, qu'est-ce qui est encore potentiellement suffisamment robuste pour maintenir des institutions démocratiques, en fait? Je pense que la presse est toujours robuste, avec le fait que la presse est moins lue aujourd'hui et qu'elle est plus concurrencée par les réseaux sociaux qui donnent des informations fragmentées, simplifiées, le clash, etc. Mais il y a quand même encore aujourd'hui un travail des médias, on pense au New York Times, à The Atlantic, CNN, etc. du New York Times, du Washington Post. Il y avait une querelle sur les éditoriaux qui devaient être plus pluralistes et moins engagés, mais je ne sais pas ce qui va se passer aujourd'hui là-bas. Le Parti démocrate, on attend quand même, quand il y a des élections, et il y a eu des élections très récemment, des élections partielles, il y a eu l'élection du maire de New York, il y a eu le référendum en Californie gagné par Gavin Newsom, qui est le gouverneur de Californie et qui est un concurrent potentiel. Bon, il y a des gens qui agissent, mais on a quand même l'impression, vu d'ici, que c'est un peu timide par rapport à l'immensité des attaques contre l'état de droit et la démocratie libérale. Peut-être une question... peut-être plus philosophique justement et plus morale et moins d'analyse politique avec vous, Guy Archer. Comment est-ce qu'on passe des années 70, mais même encore les années 90 et début des années 2000, où il y a une question de morale publique très importante aux États-Unis. On le voit sur le scandale Clinton avec l'affaire Lewinsky aussi. Une telle dégradation de la morale publique où tout d'un coup, Donald Trump peut justement se définir comme celui qui n'a pas de morale quasiment. Comment vous regardez ça, vous qui êtes quand même amoureux des États-Unis et fin connaisseur de la morale? Alors, comment on peut tellement vite glisser? Oui, mais je pense que cette idée du glissement rapide est une idée qui doit nous donner à réfléchir. La démocratie est un système fragile, on le sait depuis les philosophes grecs, depuis Platon, qui disait la majorité, si la majorité vote 2 + 2 = 5, ou se fait manipuler par des sophistes, des orateurs, etc. Ouais. Ils auront la majorité. Ouais. Ouais. Mais c'était une démocratie sans contre-pouvoir, justement. On n'avait pas inventé les checks and balances. N'empêche que le vote est important et qu'il peut toujours arriver des accidents. Or, ce qui se passe, c'est que c'est sur le long terme, les partis qui étaient les partis extrémistes, à gauche et à droite, mais ici c'est à droite, ces partis-là ont toujours existé, étaient marginaux, et que petit à petit, les discours populistes qui jouent sur le ressentiment, ont joué parce qu'il y a un affaiblissement des pays occidentaux dans la mondialisation, etc. Des choses comme ça, tout un ensemble d'éléments qui font que tout à coup la démocratie est affaiblie. Et c'est vrai que ce qui surprend tout le monde, c'est quand même Trump lui-même. Rappelez-vous, juste avant la première élection, quand il se vantait « I grab her by the pussy », on avait l'impression que la campagne électorale de quelqu'un d'autre, d'ailleurs, était terminée. C'est fini, oui.
Ça avait été le cas de Gary Hart, qui apparaissait comme le nouveau Kennedy, et à qui on a découvert une maîtresse. Enfin, c'était des relations. Oui, on a l'impression mais que il n'avait pas avoué. Les électeurs ont choisi le moins moral. Ils ont choisi le moins moral, et chaque fois qu'on demandait à Trump de se présidentialiser, c'est-à-dire au moins en apparence de défendre la morale, effectivement, il continuait dans le même sens. Et ce qui est plus grave, c'est que ça joue aussi au niveau international. Parce que c'est l'idée du droit international, c'est quand même une idée basée sur une idée de moralité internationale développée depuis après la Deuxième Guerre mondiale. Et quand on lui dit s'il respecte le droit international, on lui demande, il dit non, c'est ma conscience, sa conscience morale, ce qu'il pense, et c'est la seule chose qui puisse le limiter. Alors il est vrai qu'il est limité par la bourse, par les oppositions, etc. Parfois par le courage des Européens, quand les Européens résistent sur le Groenland, etc. Mais c'est quand même quelque chose du point de vue, il affiche le manque de moralité totale. Vous avez, juste un mot, la confusion entre l'intérêt du monde, l'intérêt des États-Unis, Make America Great Again, l'intérêt de la famille Trump. Oui, l'énorme enrichissement de Donald Trump au cours de cette présidence. Les conflits d'intérêts, quand vous voyez qu'il y a des pays scandinaves, si un ministre va au restaurant et qu'il paye le repas de sa femme sur fonds publics, il doit démissionner, vous imaginez comme la dégradation, comme vous l'avez dit, de la moralité publique, et ça va extrêmement vite. Et c'est très étonnant parce qu'il y a plein de députés, de représentants et de sénateurs républicains qui sont des gens qui détestent, et les évangéliques. C'est pas des exemples pour leurs enfants, quoi. Bon, c'est des gens qui sont bigots, quoi. C'est tout le contraire. En tout cas, c'est un avertissement. Ça peut glisser très vite. Ça, c'est aussi ce qu'on entend dans votre témoignage. C'est très fragile. Merci beaucoup, Guy Archer, d'avoir été avec nous pour réexplorer cette histoire du Watergate. Merci à vous. Raconter le passé pour éclairer le présent, c'est ce qu'on fait dans l'Histoire continue. Une émission réalisée par Julien Demeuse, préparée et coordonnée par Émilie Malice.